Alors on compare, on prend, on teste, on utilise. Puis on jette, on remplace et on amasse. Pas seulement les choses, les personnes aussi. Nos relations amoureuses et sexuelles sont à l'image de la société de consommation dans laquelle nous avons grandi. Pourtant, nous voulons être aimés. Être aimés durablement, être aimés pour ce que nous sommes. C'est notre désir le plus profond. Alors pourquoi y renoncer puisque c'est possible de le réaliser? Je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM, et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Elle aime son mari et son petit garçon, elle aime les ondes pleines, les grandes tablées, elle aime écrire, chanter, se baigner dans les rivières, manger les fruits sauvages, elle aime le parfum des roses et les tomates du jardin. L'harmonie, s'émerveiller de tout ce qui est beau. Bonjour Marion. Bonjour Thérèse. On a beaucoup de Marion à ce micro de SEM Love Care, donc une nouvelle Marion aujourd'hui avec nous. Marion, je suis ravie de te rencontrer, tu nous viens d'Orléans. Tout à fait. Voilà, j'aime bien aussi rencontrer des professionnels qui sont un peu partout en France et qui contribuent à leur façon à prendre soin de nos relations d'amour. Alors avant de commencer à parler du sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, est-ce que tu pourrais un peu te présenter? Comment tu en es venue à prendre soin de nos relations d'amour, Marion? Avec plaisir Thérèse. Alors, moi j'accompagne les couples avec la méthode Imago depuis quelques temps. Une méthode que vous connaissez peut-être, si vous avez déjà écouté ces podcasts, parce que juste pour faire le lien, il y a Florentine Deloy-Wang qui a déjà parlé de la méthode Imago. Il y a aussi Claude Parisot qui nous en a parlé. Et alors toi, tu vas nous en parler aussi à ta façon. Il y a une autre Marion qui nous a parlé aussi de la méthode Imago qu'elle met en place au sein des entreprises. Donc là, vous allez me dire, mais Thérèse, tu n'invites que des thérapeutes Imago. Oui, parce que je suis moi-même thérapeute Imago et que je trouve cette façon de faire extraordinaire. Mais ce que j'aime bien, c'est savoir comment chacun la distille et comment chacun se l'approprie. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on est avec toi aussi aujourd'hui. Donc, je reviens à mon écoute. Tu dis que tu es thérapeute Imago. Alors, je suis encore en cours de formation, de certification à cet endroit-là, mais j'accompagne déjà les couples parce que, en fait, il y a deux façons de se former avec Imago. Il y a la facilitation Imago et devenir thérapeute Imago. Et je suis déjà facilitatrice, ce qui permet, comme Marion, que tu as déjà reçu, ce qui permet d'accompagner aussi les individus avec la méthode Imago. C'est-à-dire que j'accompagne aussi les personnes qui sont solo, avec cette méthode-là. Et on arrive dans des espaces au niveau de l'inconscient, au niveau de la compréhension de nos blessures, de nos réactivités, de nos boutons rouges, etc., qui est absolument passionnant aussi pour les solos. Donc voilà, pour les couples comme pour les personnes solo, c'est vraiment super. Et tu as toujours été thérapeute pour les célibataires ou les gens qui sont en couple? Non, avant, initialement, donc il y a plus de 10 ans, il y a une quinzaine d'années, je me suis formée à la naturopathie. Tu as commencé par être naturopathe. Tout à fait. Alors, raconte-nous pourquoi tu as voulu être naturopathe, parce que ça, c'est aussi un métier qu'on connaît à ce micro de SEM Love Care. Alors, on avait commencé la série de podcasts avec Lorraine Saint-Dicy, qui est naturopathe et qui parle beaucoup des méthodes d'auto-observation pour maîtriser sa fertilité. Cycle, etc. Là, je fais un peu du name dropping depuis le début, mais pour montrer un peu les liens entre les différents intervenants dans ce podcast. Donc ça, c'est le premier épisode. Et alors, toi, naturopathe comme elle, raconte-moi, comment est-ce que tu as eu cette idée de devenir naturopathe avant d'être thérapeute? J'étais assez jeune, j'étais en train de finir un master de complètement autre chose dans lequel je ne m'épanouissais pas. Et je me suis dit, Marion, qu'est-ce qui te rendrait heureuse tous les jours de ta vie qui ne ressemblerait pas à un travail, quelque chose que tu pourrais faire simplement. Et donc je suis partie du fait que moi, ce que j'aimais dans la vie, à ce moment-là, et que j'aime toujours d'ailleurs, parce que ça faisait partie de mes j'aime que tu as dit au début, là, ce que j'aime, eh bien, j'aime beaucoup recevoir des gens, j'aime faire à manger, j'aime créer un climat chaleureux pour les personnes, donc une notion de bien-être avec l'alimentation. Et avec l'alimentation saine. Et à cette époque-là, j'avais une vingtaine d'années et j'invitais des gens chez moi régulièrement pour faire manger, leur faire découvrir des choses plus saines. La naturopathie était absolument pas connue. Ah non, et puis à 20 ans, on ne mange pas vraiment des choses très très saines en général. Voilà. Ça devait être très atypique tes propositions. Voilà, c'était très atypique, très très atypique. J'ai fait découvrir le tofu à certaines personnes. C'était étonnant. À 20 ans, oui, c'est pas vraiment ça qu'on prend. Genre un bon McDo bien dégoûtant, mais voilà, la copine naturopathe qui faisait manger des bonnes choses. Donc tu as fait ça pendant pas mal d'années? Oui, j'ai fait ça. Finalement, je me suis formée et puis je suis devenue naturopathe. J'ai eu un cabinet à Paris pendant une dizaine d'années. J'ai beaucoup aimé pratiquer la naturopathie. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Je me libère
du sucre qui est devenu un best-seller. Donc ma pratique de la naturopathie a très très bien marché. Et en même temps, je sentais que je m'essoufflais un peu parce que naturopathe, c'est éducateur d'hygiène de vie. Et donc, on explique aux gens comment manger, mais aussi comment avoir une hygiène de vie qui fait qu'ils sont en bonne santé, qu'ils se sentent bien. Et en fait, parler d'alimentation jour après jour, au bout d'un moment, je sentais que ça me fatiguait un peu et que j'avais besoin de renouveau. Et qu'en fait, moi, ce qui m'intéressait, ce qui m'a toujours le plus intéressé, c'est la question des émotions, de notre monde intérieur, la question de l'intime et la question des relations. La question des relations m'a beaucoup questionner moi-même dans ma vie personnelle. Et donc, pendant tout ce temps-là où je me suis perfectionnée grâce à la naturopathie, dans ma posture de thérapeute, j'ai appris à écouter les gens, j'ai appris à les accompagner, etc. J'ai aussi vécu plein de choses d'un point de vue amoureux qui m'ont fait avancer énormément. Je dirais que le couple, c'est ce qui m'a fait le plus avancer dans ma vie. Parce que on va pas se mentir, c'est quand même pas l'endroit le plus facile, c'est quand même un challenge. J'aime bien, t'as une façon de positiver. J'ai vécu beaucoup de choses et puis ça m'a fait avancer. J'aime beaucoup cette façon de voir une partie de sa vie qui a dû être bien intense. Oui, c'est ça, et notamment, mais là, tu le vois positivement. Voilà, notamment dans la relation avec François, qui est mon mari actuellement. Ça fait 11 ans qu'on est ensemble et on est passé par beaucoup de choses différentes et notamment beaucoup de crises, beaucoup de moments compliqués. On a été vraiment loin dans des endroits pas simples et en fait ça m'a énormément fait bouger moi-même et puis ça a fait bouger notre couple et c'est chouette de voir qu'on peut passer par un début très compliqué et arriver à un couple sain, serein, durable. Voilà. Ah oui, là c'est une bonne nouvelle que tu nous annonces. Oui. On va passer de l'un à l'autre. J'ai oublié de commencer par m'excuser pour ma voix là qui est toute grave aujourd'hui. J'ai pas beaucoup dormi. Donc c'est pas une maladie, c'est juste que j'ai fait un peu trop la fête. Mais bon, ça donne un peu un autre ton à ces podcasts. Il faut quand même que je le dise parce que par rapport aux autres épisodes, ça contraste un tout petit peu. Mais donc tu vois la vie saine, bof pour moi. Mais en tout cas, j'entends dans ce que tu dis, c'est que tu as pu transformer la relation que tu vivais avec François, qui est devenu ton mari. Et à la faveur de tout ça, tu t'es dit, mais en fait, j'ai envie de consacrer plus de temps. Exactement. Pour m'occuper des couples et tout ça. Exactement. Et donc, j'ai commencé par me former au coaching. J'ai commencé à pratiquer plutôt sous forme de coaching individuel. Puis après, j'ai rajouté la méthode Imago pour accompagner les couples. Et la méthode Imago que je trouve vraiment extraordinaire, je trouve que c'est un... J'ai appris récemment que la méthode Imago plaisait beaucoup aux hommes. Ah oui. Je comprends pourquoi. Parce qu'en fait, ce cadre du dialogue, d'avancer avec comme un fil directeur, un chemin de fer, amorce par amorce, parce qu'on travaille avec des amorces de phrases, et d'avoir le miroir en face, et d'arriver à quelque chose de profond dans le profond avec ce que ça me rappelle de mon histoire, de mon enfance, et ensuite de remonter avec des solutions. Un peu presque coaching à un certain endroit, c'est quel pas je peux faire pour améliorer la situation, qu'est-ce que tu pourrais faire toi pour m'aider dans cette situation, d'avancer comme ça. C'est une méthode qui, moi, m'impressionne beaucoup par son efficacité dans un temps assez court. C'est marrant que tu dises que ça plaise aux hommes. On n'en a jamais parlé ici dans ce podcast, alors qu'en fait, c'est une observation que moi aussi j'ai faite. C'est comme ça que je me suis formée pour être tout à fait transparente avec vous. Moi, quand j'avais découvert cette méthode, je me dis « Eh oh, ça va, j'ai pas besoin d'un cadre pour parler. Je m'exprime plutôt bien au niveau de mes émotions. Je suis super connectée avec ce que je ressens émotionnellement, ce que je ressens charnellement. J'ai pas de problème d'expression, etc. » Donc je me dis « Mais il me saoule à devoir mettre un protocole, tu vois, pour dialoguer. » Et quand j'ai vu que pour mon partenaire, mon conjoint, c'était quelque chose de formidable et que ça lui faisait du bien, c'est là que je me suis dit « Ah tiens, c'est intéressant pour lui » qui est, bon, vous m'imaginez, moi, je suis une énorme tempête de Graal parce que je suis hyper connectée à mes émotions, donc c'est un peu la cata. Et évidemment, je me suis mise en couple, en tout cas à l'époque, avec une énorme tortue. Une tortue, ça veut dire qu'il rentre toutes ses émotions à l'intérieur et qu'il a du mal à connecter avec ce qu'il ressent, qui a besoin d'être très sécurisé pour pouvoir s'exprimer. C'est le cas, statistiquement parlant, de beaucoup d'hommes. En réalité, c'est pas du tout quelque chose de naturel, c'est quelque chose de culturel, de construit. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'on remarque qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont plus de difficultés à exprimer ce qu'ils ressentent. Oui. Et pour eux, le protocole Imago, le cadre,
assez rigide, il faut le dire, Oui. mais qui est, ouais, du coup, c'est très, très cadré, très, très construit comme discussion, ben, ça leur convient un peu mieux. Et c'est comme ça que moi, j'ai décidé de me former. Pour les hommes. En me disant, tiens, ça peut être intéressant aussi. C'est ça. Et pour les femmes, parce que moi aussi, je suis maximiseuse tempête de grêle comme toi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Oh là là. Mais pour moi aussi, je me suis surprise à quand même aller dans des espaces d'inconscient, de tirer des fils, de faire des liens qui étaient pas une surprise absolue, mais quand même un pas supplémentaire pour mieux me comprendre. Et surtout, en fait, ce qui est très beau, c'est que quand on parle comme ça avec son partenaire, on découvre petit à petit notre propre monde, en fait, mais l'autre est là pour le découvrir avec nous, et ça développe l'empathie. Et donc, ça fait changer la problématique, ça donne envie à l'autre de changer son comportement parce qu'il y allait par la voie de l'empathie et pas par la voie de il faut absolument que je change ou par quelque chose de rigide ou de dictatorial à un certain endroit, quoi. Mais donc, si vous êtes en relation avec quelqu'un, que ce soit femme ou homme, parce qu'on a bien dit, c'est pas quelque chose de naturel, qui a du mal à exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il pense, ce qu'il veut, ses besoins, etc., c'est une approche qui peut vraiment lui correspondre bien plus que d'autres approches où il y a une discussion un peu plus libre avec un conseiller conjugal ou quoi. Donc voilà, ça c'est petite parenthèse, mais ça peut être quelque chose de positif. Donc Marion, toi tu accompagnes des personnes maintenant aujourd'hui en tant que thérapeute. Imago, là dans quelques temps tu vas être certifiée. Et qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans ce travail-là? Le pourquoi je me suis vraiment lancée là-dedans, dans le fait d'accompagner les couples et les individus solos dans leurs relations, c'est vraiment cette notion de pouvoir changer le monde grâce à nos relations. Le slogan, en quelque sorte, d'Imago, c'est « changer le monde un couple après l'autre ». Et donc, je suis partie de ça, mais j'ai aussi ressenti très très fort parce qu'en 2020, je suis devenue maman. En 2019, je suis tombée enceinte et donc j'ai commencé à me poser des questions à ce moment-là, en étant enceinte. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte de la responsabilité qu'on avait en tant que couple parental. Et donc, au-delà de changer le monde un couple après l'autre, il y a changer le monde un enfant après l'autre finalement. Et en tant que parent, on a une telle action sur la vie de nos enfants qu'on peut vraiment transformer profondément beaucoup de choses en étant un couple parental durable, solide, où on crée un climat de paix dans notre maison. Et c'est justement le sujet que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, un sujet qui est quand même important, c'est celui des enfants en lien avec le couple qu'on construit. Et je voulais te poser la question... est-ce qu'il faut rester ensemble pour les enfants ? C'est une question que peut-être certains d'entre vous qui nous écoutez, vous êtes peut-être déjà posé. Et donc, dans le « faut-il rester ensemble pour les enfants ?» ça veut dire quoi être ensemble ? Et puis, quel est l'impact aussi sur les enfants ? Peut-être qu'on pourrait commencer par ce premier point de « ensemble ». C'est quoi être ensemble ? Tu vois, on dit ça, on est avec, on est ensemble. Selon toi et dans ta façon de percevoir les choses, moi ce qui m'intéresse c'est ton avis très personnel sur ce sujet, ça veut dire quoi être ensemble ? C'est une vaste question, mais en tout cas moi ce que j'ai compris de ça, c'est que le couple avait comme un but, la relation de couple avait comme un but personnel, un but qui est plutôt tourné vers l'intérieur, et puis pouvait aussi avoir un but plus commun, un but tourné vers l'extérieur. Et dans ce mouvement extérieur, on peut notamment se dire que une des choses que peut faire un couple quand il bâtit, c'est de faire des enfants. Mais ça peut être autre chose. Et ça, on en parlera après, éventuellement. Mais si on va sur ce mouvement plutôt intérieur, en fait, le couple a un but inconscient. On choisit notre partenaire de manière inconsciente. Et souvent, on se pose la question, mais pourquoi j'ai choisi cette personne-là qui me challenge autant ? C'est pourquoi vraiment il y a quelque chose qui me tient à être dans cette relation ? Alors, tu dis qui me challenge autant. En général, on ne le dit pas comme ça. Pourquoi je choisis des personnes qui m'emmerdent autant ? Je le dis comme on le pense souvent. Parce que challenge, déjà, tu mets un point positif. Mais au début, tu te dis, mais c'est pas possible. J'ai choisi lui en espérant qu'enfin, j'allais pouvoir vivre une vie agréable, heureuse. Et puis, hop, je me reconfronte à des difficultés, à des conflits. Et donc, au début, c'est ça. Le mot, c'est plutôt c'est emmerdant.
Et après, ça devient challengeant. Exactement. Et souvent, ça devient emmerdant à partir du moment où on sort de la première période, la période romantique, qui est la période de la lune de miel, où on se pose pas trop de questions, on est un peu aveuglé à un certain endroit, on est shooté en fait aux hormones dans cette période-là. Et quand on sort de cette période qui dure, on dit, entre 3 minutes et 3 ans, en fonction des couples, il y a un moment où on en sort. Et à ce moment-là, on se confronte à tout un tas de problématiques, etc. Et ça devient potentiellement plus difficile et on rentre dans ce qu'on peut appeler la lutte de pouvoir. La lutte de pouvoir qui se finit à un moment par une résolution, puis ensuite ça va mieux, et hop, on retourne dans la lutte de pouvoir. Et certains couples sont quasiment tout le temps dans la lutte de pouvoir, en fait. C'est d'ailleurs ça qui peut amener à se dire « Oh, je me suis trompée de partenaire et donc je recommence avec quelqu'un d'autre ». Sauf que là, il y a vraiment un gros warning à avoir, parce qu'en fait, quand on recommence avec quelqu'un d'autre, on recommence sur une lune de miel, une période romantique, qui va forcément s'achever. Et si on ne comprend pas qu'il y a là des choses, justement, à comprendre et à conscientiser, eh ben, on recommence sans cesse à trouver de nouveaux partenaires dans l'espoir que ça aille mieux. Et donc, ce but inconscient, c'est notamment de finir l'enfance. C'est-à-dire que dans l'enfance, on a vécu quelque chose avec nos parents, on a vécu quelque chose qui nous a blessés à certains endroits. Et donc, on cherche inconsciemment à obtenir de notre partenaire ce qu'on n'a pas réussi à obtenir de nos parents. Et donc, on est là en circuit un peu sur nos blessures d'enfance. Et en plus, souvent, on choisit un partenaire qui ne nous ressemble pas en certains aspects. Tu vois, tout à l'heure, tu disais ce question de tempête de grêle tortue qu'on peut appeler aussi dans la méthode Imago maximiseur-minimiseur. Et en fait, tu te retrouves à avoir quelqu'un qui a totalement d'autres formes de réactions que toi, un autre monde intérieur, une autre façon de penser, de percevoir les choses, ce qui est potentiellement très confrontant, surtout si on a des blessures et qu'on cherche à les réparer. Et ça, tu peux expliquer à celles et ceux qui nous écoutent, pourquoi est-ce qu'on va chercher quelqu'un de si différent ? Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas quelqu'un qui nous ressemble, qui fonctionne comme nous ? Je me pose encore la question. Et bien encore une fois, pour terminer, le boulot. C'est-à-dire qu'il y a eu des choses qui se sont passées dans notre enfance qui continuent à impacter notre vie. C'est ce qu'on peut appeler aussi les boutons rouges. Il y a aussi cette phrase en anglais du créateur d'Imago qui dit tout ce qui est hystérique est historique. Moi, j'aime pas trop le mot hystérique, mais je trouve que ce jeu de mots est intéressant. Ça veut dire que tout ce qui est très réactif en nous veut forcément parler de quelque chose d'ancien. Et souvent, quand on cherche l'ancien, on peut trouver un truc dans une ancienne relation, etc. Mais si on creuse, on arrive sur les moments déterminants de la construction d'un être humain, qui est l'enfance. Ce sont des différentes phases de l'enfance, en fait, qui amènent différents types de blessures. Donc, être ensemble, selon l'approche que tu nous proposes, c'est d'avancer à deux pour réparer les blessures de son enfance, c'est bien ça ? Tout à fait. Il y a cet aspect-là, et puis il y a aussi développer certains aspects de nous qu'on n'a pas développés. Et pourquoi on ne les a pas développés ? Peut-être parce qu'on a eu des injonctions à être plutôt comme ci, pas comme ça, quoi, justement, ces blessures, les exemples qu'on a eus, etc. Et on peut parler de parties congelées. C'est comme si on avait des parties de nous qui étaient comme congelées, parfois sidérées par le traumatisme. Il y a plein de raisons pour lesquelles on n'a pas accès à ces parties-là, des parties qui n'ont pas été développées. Et ces parties-là, quand elles sont décongelées par notre partenaire, parce que souvent, en fait, c'est notre partenaire qui va nous aider à ça, et c'est comme si on retrouvait notre entièreté. On retrouve des parties de nous auxquelles on n'avait pas accès. Et c'est génial de se sentir plein, entier, complet. Oui, donc ça veut dire que l'objectif quand même d'être ensemble, c'est qu'il y ait de la joie, du bonheur, du plaisir, parce qu'on se sent mieux aussi. C'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure de cette période de lutte de pouvoir où il peut y avoir des conflits. Bon, ça fait partie d'une étape, mais si on en reste là, c'est usant d'être ensemble. Tout à fait. Et on le voit de plus en plus des hommes et des femmes qui préfèrent être seuls qu'ensemble, qu'en couple, parce que c'est usant la relation conjugale, en fait, si on n'en reste que à être dans la confrontation avec l'autre. En revanche, si on arrive à faire tout ce cheminement dont tu parles et dans cette approche de bon, ok, on va essayer d'aller réparer ce qui est un peu, un peu ou beaucoup ou énormément abîmé dans son enfance, ça devient,
l'objectif, c'est d'être joyeux, quoi, cette affaire. Exactement. J'insiste là-dessus, parce que sinon, on est beaucoup dans le côté travail et tout, mais la joie, elle est importante. Exactement. Et là, ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que c'est vraiment important d'aller regarder ces parts-là pour comprendre comment on fonctionne et sortir de... Le principe de la lutte de pouvoir, c'est de se dire que c'est l'autre le problème. C'est-à-dire qu'on se dit, ah là, si l'autre était différent, si l'autre changeait, ça irait mieux quand même. Et en fait, moi, à un moment, dans mon chemin, je me suis observée tout le temps dire ça. Et je me suis dit, mais si tu dis ça tout le temps, c'est que sûrement, il y a quelque chose qui te concerne toi. J'ai dû souffrir pas mal avant d'arriver à ça. Et en fait, ce que je propose, c'est d'éviter de souffrir pas mal avant d'arriver à ça. Et donc, en fait, de se poser assez rapidement la question de son propre monde intérieur, ses propres blessures, ses propres boutons rouges, et arriver à mieux comprendre pourquoi on va inconsciemment choisir quelqu'un qui va nous appuyer sur tous nos boutons. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on peut choisir quelqu'un qui peut-être appuie moins parce qu'on a moins besoin de voir ces espaces-là de nous. Bon, donc on a compris. Alors, tu disais, les boutons rouges, c'est pas les red flags dont on parle beaucoup, qui sont vraiment des attitudes qui veulent dire danger, la personne n'est pas une bonne personne. C'est pas là-dessus. Quand tu dis bouton rouge, je préfère juste qu'on précise. Oui, tout à fait. Les boutons rouges, c'est comme, c'est comme un espace intérieur où quand on appuie dessus, ça nous fait réagir très fortement. J'en parle avec un langage très vulgaire. Ça nous fait vriller. Il arrive en retard, on vrille, on dit ah, mais il arrive en retard et c'est horrible parce que tu arrives en retard. Là, c'est qu'il a touché sur quelque chose, il a touché sur quelque chose de difficile. Exactement. Et là, on arrive, si on tire les fils, souvent à quelque chose de l'ordre de l'enfance. Et plus la blessure, elle est ancienne, plus ça peut être réactif. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple en fait sur les blessures d'enfance. Il y a plusieurs types de blessures en fonction des différents âges. Donc entre 0 et 18 mois, c'est l'attachement. Entre 18 mois et 3 ans, c'est l'exploration. Entre 3 ans et 4 ans, c'est l'identité. Et entre 4 et 7 ans, c'est la compétence. Et en fait, par exemple, si on s'intéresse à la question de l'attachement, entre 0 et 18 mois, donc c'est vraiment tout petit, c'est même très certainement, j'imagine, ça commence même au niveau intra-utérin. Le but, c'est d'exister dans le regard de ses parents. Donc on a besoin que nos parents soient dispos pour nous de manière constante, qu'ils soient chaleureux et qu'ils prennent soin de nos besoins essentiels. Et quand vraiment il y a quelque chose de compliqué à cet endroit-là, soit que le parent n'est pas du tout dispo, qu'il est froid, soit qu'il est dispo de manière inconsistante, c'est-à-dire changeante, parfois dispo, parfois pas dispo, l'enfant ne sait pas trop pourquoi, la relation est coupée. Ça peut donner deux types de réactions. Et donc, par exemple, pas dispo, froideur, entraîne une sensation de rejet de la part de l'enfant, une blessure de rejet, qui donne potentiellement un évitement. C'est-à-dire que l'enfant va éviter la relation de peur de souffrir. Et ça donne plutôt un minimiseur. Donc, ça va, ce qu'on appelle les tortues, les personnes qui vont plutôt avoir tendance à se replier sur eux. Et puis quand le parent va être dispo de manière irrégulière, il donne de l'amour et puis tout d'un coup il n'en donne plus ou il n'est pas disponible, ça donne plutôt une blessure d'abandon. Et quand on se sent tout d'un coup abandonné, on a reçu de l'amour, mais hop, on ne le reçoit plus. Et là, l'enfant va plutôt développer une stratégie de s'accrocher. Donc vraiment être demandeur du parent, venir sur le parent, dire intéresse-toi à moi, intéresse-toi à moi. Et adulte, ça donne un maximiseur. Ça va plutôt être quelqu'un qui va s'énerver, qui va aborder les problèmes tout de suite, qui va faire ce genre de choses, dans le but, les deux, de préserver la relation. Et donc, c'est très intéressant de comprendre ça, parce qu'une blessure au stade de l'attachement entre 0 et 18 mois, ça vient impacter vraiment la notion d'existence. Ça veut dire qu'une personne qui est blessée à cet endroit-là fort, parce que là, quand je dis ça, vous pouvez peut-être tous vous dire, bah oui, mes parents, ils ont sûrement pas été dispo tout le temps, mais en fait, il faut que ce soit répété régulièrement de telle sorte que l'enfant en tire une conclusion. Et donc, si on a vécu de manière très répétée la froideur ou la non-disponibilité ou l'irrégularité, ça donne ces blessures-là. Et donc, ça va carrément jusqu'à remettre en question l'existence de l'enfant et l'adulte aussi. Donc là, j'ai eu un exemple justement dans un accompagnement individuel d'une personne qui me parlait d'une relation qui n'était même pas sa relation de couple, qui était une relation avec une femme avec qui elle pouvait potentiellement travailler.
Et elle comprenait pas pourquoi cette relation la challengeait autant, pourquoi c'était si difficile. Et je lui ai proposé de faire un dialogue imago avec moi. Donc je lui ai proposé les amorces, je lui ai fait le miroir et on est descendu comme ça dans son inconscient. Et elle arrivait sur une image d'elle à environ 18 mois, très petite, assise dans le lit entre ses deux parents qui dormaient et qui n'avaient pas l'air d'être avec elle. Et cette sensation très très forte d'être seule, complètement seule au monde, de rien comprendre au monde, pourquoi est-ce que le monde ça marche comme ça, etc. Et quand elle a décrit sa mère, c'était quelqu'un de froid, de plutôt pas disponible, etc. Et donc en fait, quand elle se retrouve dans cette situation qui se rejoue aussi avec son mari, ça se rejoue avec son mari et pas mal de relations professionnelles, etc. Et ben ça vient vraiment toucher une part d'elle c'est carrément très difficile à vivre parce que ça touche à l'existence, à sa valeur même sur cette terre. Est-ce qu'il y a de la valeur à être incarnée sur cette terre, dans cette vie-là ? Et on se dit, là, la situation, elle était pas si grave avec cette femme-là. Et elle comprenait pas pourquoi ça l'activait autant. Et ben en fait, ça nous active autant parce que ça vient vraiment avec des fils complètement inconscients toucher des points très grave en fait potentiellement et pour elle c'était très grave en tant que petite fille de se sentir complètement seule avec ses parents, pas de figure à laquelle elle puisse vraiment se raccrocher de manière sécuritaire. Mais ça veut dire que si dans la relation on peut se sentir dans une grande insécurité, on va dire existentielle, on a l'impression que notre vie en dépend, qu'on va mourir s'il se passe quelque chose. Mais je dis ça, en fait, si vous avez déjà vécu cette expérience, vous comprenez quand j'utilise ces mots-là, quoi. On se sent vraiment en danger, quoi, de vie Tout ou de à fait. mort. Ça, c'est souvent une blessure liée aux premiers mois de notre vie, à ce stade de l'attachement. Exactement. Okay. Et après le stade de l'attachement, tu disais, donc le deuxième stade, l'exploration. Après, c'est l'exploration. Donc, l'exploration, c'est 18 mois à 3 ans. Dans le stade de l'exploration, on a besoin que nos parents nous protègent, mais aussi nous laissent la liberté d'explorer. C'est le moment où on a besoin justement de commencer à explorer par nous-mêmes. Et qui nous laissent partir, revenir, etc. Et en fait, si nos parents nous donnent ça, on a un équilibre dans notre façon de fonctionner. Mais si ils sont surprotecteurs, qu'ils ont peur, qu'ils sont possessifs, l'enfant peut avoir tendance à se sentir envahi et à s'isoler et à devenir plutôt un minimiseur, donc une tortue. Et si y a une sous-protection, voire une négligence, l'enfant se sent donc négligé et il a tendance à poursuivre. Ça veut dire être dans quelque chose qui est très demandeur, ou qui demande beaucoup d'attention, ou qui prend beaucoup de place, qui fait du bruit, qui fait des bêtises, qui fait des choses comme ça. Et en tant qu'adulte, ça donne un maximiseur. Donc on retrouve ces deux comportements, mais qui s'expliquent dans aussi la toute petite enfance. Il y a donc le stade de l'exploration. C'est intéressant de vous poser la question, est-ce que quand j'étais enfant, j'avais le droit d'explorer ? Et quand j'explorais, qu'est-ce qui se passait, quoi ? Est-ce que quand j'allais faire mon petit tour, ma petite balade, est-ce qu'après je retrouvais mon papa et maman au même endroit ? Ou bien ils avaient disparu donc ça m'insécurisait. Comment est-ce que... Et puis après... tout au long de la vie, dans votre famille, l'éducation que vous avez reçue, est-ce qu'on a le droit d'expérimenter ? Est-ce qu'on a le droit d'explorer, de découvrir ? Ou alors il y a beaucoup d'interdits liés à ça ? C'est intéressant de se poser la question. Et je me permets de donner aussi un autre élément par rapport à ça, c'est que parfois, c'est pas seulement l'explorer dans le comment dire, le faire aller à droite à gauche, c'est aussi moralement. Il peut y avoir beaucoup d'injonctions morales. Tu n'as pas le droit de faire ça, c'est pas bien, c'est pas bon pour toi. Enfin voilà, toutes les injonctions qui nous font un peu, qui peuvent aussi beaucoup nous coincer. Et voilà, parce que je sais que peut-être que certains qui nous écoutent, ça va les concerner, mais dans l'adolescence, ou c'est une période aussi où on va explorer, de se dire, non, j'ai pas le droit d'avoir des petits copains ou le droit d'avoir des petites copines, parce que c'est pas bien moralement, etc., ou pas le droit d'expérimenter des choses au niveau de ma sexualité, de découvrir le plaisir sexuel par moi-même. Enfin, il y a beaucoup d'injonctions comme ça qui peuvent être liées à ces phases d'exploration. Voilà, je ferme la parenthèse, mais pour dire que cette phase d'exploration, elle est importante. Et elle va aussi engendrer après un certain type de comportement. Et donc, on arrive à la troisième phase, qui est l'identité. Ouais, l'identité entre 3-4 ans, le but c'est de s'affirmer en tant que soi-même. Et donc ce que les parents peuvent faire, c'est de refléter nos identités, donc c'est-à-dire valider nos expressions du soi, c'est-à-dire avec une façon claire de le dire, c'est aider l'enfant à apprendre qui il est et lui dire quand il exprime une part de sa personnalité, dire « Ah, je vois que tu es », mettre des mots dessus, le valider, etc.
Et puis mettre des paroles sur les expériences en nommant les choses. Le parent a beaucoup d'importance à cet endroit-là pour aider l'enfant à comprendre. À comprendre qui il est. À comprendre qui il est, tout à fait, et à obtenir en fait ce qu'on veut. Pour que ce soit équilibré, on veut obtenir un moi défini, donc savoir qui je suis, avec de la souplesse. Un moi défini et souple, en fait. Et si il n'y a pas d'acceptation de ce qu'est l'enfant de la part du parent, avec de la critique, avec du reproche, etc., l'enfant peut développer de la honte, et il veut absolument éviter cette honte-là. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il contrôle de manière rigide, et donc ça peut donner à une personne qui est contrôlante, rigide, pour éviter l'horreur de la honte qui amène sur « mes parents ne m'acceptent pas tel que je suis ». Et donc ça donne un minimiseur. Ça va donner une personne qui va plutôt avoir une énergie rentrée, plutôt être dans une forme d'évitement. Donc si l'enfant ne reçoit pas d'intérêt de la part de son parent, il va plutôt se sentir invisible, pas vu, pas reconnu. Et donc il peut avoir tendance à devenir diffus dans son comportement, c'est-à-dire consensuel, c'est-à-dire qu'il va essayer de s'adapter à ce qu'il perçoit de ce que l'autre veut de lui. Et donc il est tout le temps concentré sur qu'est-ce que pense l'autre de moi, qu'est-ce qu'il a comme vision de moi, est-ce qu'il a l'air de bien m'aimer, de pas bien m'aimer, etc. Et en fonction de ça, il va essayer tout le temps de s'adapter. Et donc, ça donne quelqu'un qui va être plutôt maximiseur. Et là, on peut aussi reconnaître ces personnes qu'on peut appeler les people pleasers. C'est les personnes qui font attention à toujours être aimées, toujours être perçues de manière positive, etc. Ok, donc ça, c'est pendant la phase de l'identité. C'est pendant la phase de l'identité, 3-4 ans. Et donc, en tant que parent, ce qu'on peut donner à nos enfants, c'est de leur dire... on t'aime tel que tu es. On t'aime tel que tu es. Et puis, on reconnaît tes qualités. C'est ça, simplement quand l'enfant fait quelque chose de bien, dire « waouh, c'est super quand tu fais ça », et nommer les choses avec de la précision. C'est-à-dire que dire, par exemple... En France, on peut avoir tendance, quand un enfant fait un dessin, à juste dire « Ah, il est chouette ton dessin, mais c'est vrai que tu pourrais améliorer ce truc-là, tu pourrais ci, tu pourrais ça. » Et c'est vrai que là-dedans, faire des appréciations positives sur les caractéristiques même de l'identité de l'enfant, ça aide. Donc, je vois que tu as été généreux, bravo, tu as été généreux parce que j'ai vu que tu avais fait ci, tu avais fait ça. Et donc, valider en fait ce qu'est l'enfant, comment il se comporte, d'un point de vue de l'identité, donc avec des mots qui caractérisent l'identité d'une personne, mais pour un enfant, généreux, ça veut peut-être rien dire, donc dire généreux, ça veut dire que t'as donné, partagé, t'as fait ci, t'as fait ça. Est-ce qu'on peut dire que simplement, pendant cette phase, on essaie de répondre à ce besoin de reconnaissance ? On a besoin d'être reconnu Tout à pour fait. ce qu'on est, et c'est ça qu'on va recevoir ou pas, et si on ne l'a pas reçu, on va le chercher d'une façon ou d'une autre. C'est ça. Et c'est étonnant, hein, c'est-à-dire que quand une personne est contrôlante rigide, dont je parlais tout à l'heure, elle n'a pas eu d'acceptation de ce qu'elle était en tant qu'enfant, et donc comme elle a eu honte, etc., elle est devenue contrôlante. Et c'est des personnes qui peuvent être pas évidentes à côtoyer, parce que ce sont des personnes qui ont l'air d'avoir un avis très clair, très tranché, qui peuvent être... Donc, cette rigidité, en fait, dans le quotidien, ça va être je veux ci et pas ça, j'ai raison, etc. Et en fait, cette personne, si on va à la blessure, c'est qu'elle souhaitait tellement être aimée et reconnue par son parent, et elle a été tellement blessée qu'elle n'a pas eu d'autre choix que de se fermer, se rigidifier et contrôler au maximum pour ne pas souffrir. Ça permet d'avoir beaucoup de compréhension et d'empathie pour ces personnes-là. Et alors la quatrième étape. La quatrième étape, c'est la compétence entre 4 et 7 ans. Donc, on veut faire pour être compétent. Et les parents, c'est là, ça rejoint ce que je disais un peu tout à l'heure, les parents peuvent donner des compliments spécifiques et détaillés et des infos constructives pour que l'enfant développe sa compétence. Et si les parents font ça, il y a de la sécurité émotionnelle. Tandis que si les parents font pas ça, et que le parent, par exemple, ce que le parent peut faire, c'est demander la perfection de la part de son enfant. Et ça, je tiens à dire que ça peut être quelque chose de vraiment formulé ou quelque chose qu'on ressent en tant qu'enfant. C'est-à-dire que moi, j'ai été blessée à cet endroit-là parce que je sentais une injonction à la perfection ou que ça ferait tellement plaisir à mes parents que je sois parfaite à un certain endroit. Et donc, je me suis moulée là-dedans pour être aimée, tout simplement.
Et en fait, ça donne la peur de l'échec et ça donne un côté compétiteur. Moi, ce dont je peux témoigner, c'est que j'ai un côté compétiteur qui a été engendré par cet aspect-là. Mais que ça m'a amené, parce que j'avais tellement peur, ça m'a amené dans ma vie, par exemple, d'enfant, à être complètement tétanisée quand il y avait des examens, des contrôles. Ça m'a même amené à tricher, à copier sur ma voisine, à ce genre de choses, parce que j'étais dans l'insécurité totale de rater, en fait. On peut dire aussi que dans cette phase-là, il va y avoir ou pas l'autorisation à être brillante ou brillant, à réussir, alors quand je dis même brillant, moi je sais que ça c'était un interdit dans ma famille, il fallait pas être brillant, il fallait être rayonnant, pas brillant. Alors attention, la nuance, oh là là. Parce que y avait l'idée, c'est comment est-ce que on a le droit, on comprend qu'on a le droit de pouvoir développer son plein potentiel, quoi, de réussir. Je dis ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes en particulier, mais aussi d'hommes, qui ne s'autorisent pas à réussir les projets qu'ils ont, à briller ou à rayonner dans ce qu'ils font. Comme si on n'avait pas trop le droit d'être très très compétente dans quelque chose. Alors du coup, on va s'auto-saboter pour ne pas se mettre dans toute sa puissance d'une certaine façon. Mais ça se construit aussi à cet âge-là, quoi. C'est ça. En fait, là, ce que tu es en train de nommer, ce sont pas forcément des blessures, mais plutôt des injonctions en fait parentales, des choses qui sont d'ailleurs souvent transgénérationnelles, c'est-à-dire que c'est des histoires de famille, en fait, tout ça c'est les fardeaux familiaux qu'on se traîne, et donc il peut y avoir une blessure en lien avec ça, et il peut y avoir simplement une injonction, c'est-à-dire que tu dois te mouler d'une certaine manière. La demande de perfection, elle est particulièrement blessante parce que c'est impossible d'être parfait, et donc dès que tu vois que t'as pas été parfait, t'as peur, tu vois la déception dans le regard de tes parents, donc c'est très difficile à vivre. C'est comme ça que des enfants se retrouvent avec une pression sur les épaules pas possible et quelque chose qui les empêche d'être dans la joie et de profiter de leur enfance sereinement. Alors si je refais le fil de notre discussion, on a commencé avec cette question... faut-il rester ensemble pour les enfants ? On essaie de comprendre ce que ça peut vouloir dire, être ensemble. Tu as proposé une certaine approche de pouvoir réparer, guérir les blessures de notre enfance, grandir, retrouver son entièreté, sa vitalité, sa joie de vivre au travers de la relation. Ok. On a du coup compris aussi que dans notre enfance, on a pu être blessé par nos propres parents, on a pu être bloqué à certains endroits et ça nous handicape dans notre vie d'adulte. Mais Marion, toi comme moi, on est maman. Oui. Donc quand on apprend tout ça, c'est hyper flippant en tant que parent de découvrir à quel point on a une responsabilité vis-à-vis de nos enfants. Parce qu'on se dit, mais bien sûr qu'on va les blesser, nos enfants, parce qu'on est hyper imparfait, on n'est pas complètement réparé de notre propre histoire. Ça donne presque envie, parfois, de ne pas avoir d'enfants, de ne pas faire d'enfants, pour ne pas se sentir responsable d'avoir mis au monde un enfant qu'on va blesser. Parce qu'on sait que ça fait mal d'être blessé. Donc, toute cette approche qui est à la fois, moi, que je partage, qui est superbe, elle peut aussi être un peu paralysante, je trouve, par moment, quoi, en se disant, mais j'ai pas envie de faire ce mal-là à mes enfants. Ça, c'est la première chose. Toi, tu réagis comment, toi, quand tu as appris tout ça et tu as découvert tout ça, est-ce que ça t'a pas inquiété, ça t'a pas découragé d'être maman ? Moi, je suis devenue maman à 35 ans, si mes souvenirs sont bons, ou 34, je sais plus trop, mais je suis devenue maman pas très très tôt non plus, pas comme toi. Ouais, alors moi, j'étais maman à 20 ans. Oui, et donc, j'ai pas eu le temps de me poser toutes ces questions, c'est que ça. déjà, j'étais responsable d'un enfant, puis pouf, un deuxième à 23 ans, puis pouf, un troisième à 27 ans. J'ai pas eu cette conscience-là. Moi, je me dis, toutes les femmes et les hommes qui nous écoutent aujourd'hui, qui n'ont pas encore d'enfants, faut être drôlement courageux pour faire des enfants aujourd'hui. Ouais, je suis vraiment d'accord. Et en même temps, un monde qui ne fait plus d'enfants, qu'est-ce que ça donne ? Oui, bien sûr, t'as raison. Mais tu vois, toutes ces connaissances de la psychologie de l'enfant, ça peut aussi être un peu paralysant. Ah oui, oui, oui. Ce dont je peux témoigner, il y a ce que je peux avoir comme idée et ce que je peux avoir vécu. Moi, j'ai vécu
une première partie de vie où en fait j'avais vraiment besoin de guérison et je me sentais pas prête à être mère, et même j'avais de la colère avec les injonctions, à l'idée de faire comme ma mère qui s'était beaucoup dédiée à ses enfants sans construire beaucoup sa vie à elle, même si elle a obtenu beaucoup de joie et de satisfaction dans le fait d'être mère, mais aussi de la frustration que j'ai ressentie. Et puis toutes ces histoires en lien avec la construction du couple où les tâches sont réparties d'une certaine manière que je trouvais pas très juste, etc. Et donc j'ai pas mal cheminé avec ça jusqu'à temps que déjà j'ai toujours su que je voulais être mère, donc il y avait comme un endroit où c'était j'ai pas trop le choix. Si je veux pouvoir être mère d'un enfant de manière sereine, il faut que j'aille voir ce qui me pose problème. Donc il y avait cet aspect-là. Et voilà, ça c'est mon témoignage, c'est que le gros point, c'est que j'ai toujours voulu être mère. Mais je peux imaginer que pour quelqu'un qui n'a pas de certitude sur est-ce que j'ai envie d'être mère ou pas, est-ce que vraiment c'est là que je dois aller, que ça doit effectivement être un vrai casse-tête. Je peux tout à fait imaginer ça. Moi, ce qui m'aide dans ma vie de maman, depuis que je comprends de plus en plus tout ça, c'est de me dire que la vie est bien faite. On a des petites séances de rattrapage qui nous sont données. C'est ça. Les petites séances de rattrapage, c'est déjà... Tu as parlé des étapes pendant l'enfance. La première séance de rattrapage, c'est qu'il y a l'adolescence aussi, où l'adolescent va repasser par exactement les mêmes étapes. Et donc là aussi, on peut en profiter pour réparer des choses avec notre enfant qu'on ne lui a pas donné quand il était tout petit, qu'on peut lui donner à l'adolescence. Donc déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. En tant que parent, on a déjà deux moments où on peut lui donner plein de choses. Et puis, comme tu en parlais au début de cette émission... il y a les relations d'amour, nos relations d'amitié d'abord, puis nos relations d'amour, etc., qui vont nous permettre aussi de réparer les choses qui ont été abîmées. Donc, en gros, c'est pas définitif si on a eu des choses qui ont été très difficiles. Après, moi, j'ai déjà eu l'occasion de témoigner. Moi, j'étais blessée au premier stade de développement, là. Donc, mais tous les stades sont blessés. Donc, je suis blessée à tous les stades. Parfois, je me dis, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un qui est autant blessé que tout ce que j'ai vécu. Bref, vraiment, la vie en vrac total. Et en même temps, toutes ces années qui passent, au fur et à mesure, je me guéris. Ouais, ça prend du temps. Franchement, ça prend du temps. Je ne vous dis pas merci papa et maman parce que vous ne m'avez pas donné un cadeau dans la vie de m'avoir si mal... vous avez si mal pris soin de moi dans les premières années. Bon, ils s'en excusent aujourd'hui, ils le comprennent. Mais bon, on est quand même capable de passer ces étapes-là et au fur et à mesure de nos relations, qui sont des relations après qui peuvent s'arrêter, etc., on peut commencer à se guérir. Et le plus important, je crois, c'est quand même d'être en chemin et de dire qu'heureusement, on a toute une vie pour retrouver notre pleine vitalité et notre entièreté, quoi. Donc voilà, c'était la petite... c'est la petite leçon d'espérance. Moi, je continue quand même à le penser et en même temps, je trouve ça quand même très flippant de faire des enfants quand on sait tout ça et quand on voit notre responsabilité. Et ça me permet aussi de te poser cette question-là. On peut, une fois qu'on comprend qu'on est aussi responsable de nos enfants, en tout cas de cette petite enfance, de leur donner aussi ces besoins-là et que, eh bien, quand on a des difficultés dans sa relation, on peut se dire non, il faut qu'on reste ensemble pour les enfants. On voit bien qu'il y a quand même quelque chose de... il y a une intention positive. C'est qu'on se rend bien compte que ça va être bon pour l'enfant aussi si on reste là pour lui. Comment toi tu réponds à cette question après tout ce que tu nous as partagé sur le fait d'être ensemble et puis tout ce qu'on va donner à notre enfant dans ses premières années? Alors c'est sûr que la question de rester ensemble pour les enfants, c'est une question qui se pose. Et la première chose que je voudrais nommer, c'est qu'il y a un contexte actuel. C'est-à-dire qu'on se situe toujours dans un contexte sociétal. Et le contexte sociétal du moment, il est différent de celui de, par exemple, nos grands-parents, où il y a eu quelque chose d'assez extrême dans l'idée qu'on ne se sépare pas, jamais. Quitte à être dans un couple très très souffrant avec pourquoi pas des maltraitances et des choses terribles qui se passent, parce que c'est une honte de se séparer. Et là je trouve qu'à un certain endroit on est passé par un temps où on est allé dans un extrême inverse, où on est carrément dans c'est
quasiment une honte de rester ensemble s'il y a eu des choses qui se sont passées qui sont très difficiles. Et notamment, on sait qu'en ce moment, il y a quand même beaucoup d'infidélité, ça arrive assez régulièrement, ce qu'on peut appeler une infidélité, même si tu as fait toute une émission, j'ai écouté ta conférence dernièrement sur la notion d'infidélité, c'est vrai que ça peut être compris tellement de manière différente, cette notion-là, mais en tout cas, à partir du moment où on considère qu'il y a une infidélité, c'est quasiment une honte, et notamment pour la femme, de rester avec son mari qui a été infidèle, par exemple. À partir du moment où les autres le savent, on dirait quasiment, si tu es une femme qui est autonome, si tu as envie de prendre soin de toi, si tu as de l'estime de toi, il faudrait que tu quittes ton mari. Et en fait, je pense que là, on se trompe à cet endroit-là, parce que l'infidélité, ça peut vouloir dire plein de choses. Je nomme l'infidélité parce que c'est quelque chose de fréquent. Et c'est différent, très très différent de, par exemple, se retrouver dans une situation où il y a de la violence envers soi-même, envers ses enfants, de la violence, qu'elle soit physique, verbale ou sexuelle. Il y a des choses qui sont intolérables, des situations dans lesquelles on ne doit pas rester, dans lesquelles on ne doit pas laisser ses enfants. Mais en revanche, il y a plein d'autres situations qui sont des situations de déconnexion, qui sont des situations de problématiques un peu classiques du couple, qui pourraient être réparées. Et on est passé d'une injonction de « il faut rester ensemble pour les enfants » à « il ne faut pas rester ensemble pour les enfants ». Moi, c'est quelque chose que j'ai entendu, mais énormément. Et que j'entends encore aujourd'hui, il ne faut pas rester ensemble pour les enfants. Mais on est toujours dans un il faut ou il faut pas. Exactement. On se retrouve à nouveau avec une injonction qui est une injonction qui est venue aussi avec tout un tas de mouvements, et notamment le mouvement féministe qui a plein d'aspects hyper positifs, et puis qui a aussi cet aspect-là, parce que je vois que ça touche vraiment particulièrement les femmes, les hommes aussi, hein, mais les femmes sont très très impactées par des injonctions en ce moment. Malheureusement, on est souvent impactées en tant que femme par beaucoup d'injonctions, les hommes aussi, hein, mais les femmes particulièrement. Et donc cette notion de rester ensemble, je pense que avant de décider de se séparer, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et on en vient à quand même cette idée-là, cette idée de base. Moi, j'ai vraiment pas envie de culpabiliser les gens par mon discours. Et puis, je sais que toi non plus, Thérèse, c'est vraiment important que les personnes qui se sont séparées, qui sont déjà passées par des divorces, des séparations avec des enfants, parfois on fait ce qu'on peut et la vie est pas si simple que ça. Et voilà. Mais à partir du moment où, par exemple, si en ce moment vous êtes dans une situation où vous vous dites est-ce qu'il y a vraiment du sens à rester ensemble si vous traversez une période de crise, etc., il y a vraiment des choses à faire. Et même quand on se dit que c'est désespéré, qu'il n'y a plus rien à faire, eh ben, moi je peux témoigner qu'on peut remonter vraiment une situation désespérée et l'amener vers une situation vraiment chouette, vraiment sympa. Je pense aussi que quand on vit des périodes très difficiles dans sa relation, on peut se demander pourquoi je vais encore faire des efforts pour essayer de sauver ce lien, ça vaut plus la peine. Et il reste souvent cette question de les enfants. Comme on a cette injonction aujourd'hui de dire il ne faut pas rester ensemble pour les enfants, c'est comme si c'était un mauvais ressort pour aller travailler sur son lien, sur sa relation. Et moi, je suis fondamentalement pas d'accord avec ça. Je pense qu'on peut, à des moments de sa vie, trouver la force de réparer la déconnexion qui s'est opérée dans sa relation. On la trouve, cette force, grâce aux enfants qu'on a eus ensemble. C'est pas mal en soi. Peut-être que c'est problématique si on ne reste ensemble que pour les enfants. Mais que le fait qu'on ait eu des enfants me donne la force d'aller voir un thérapeute, me donner la force d'aller faire ce travail sur moi-même ou ensemble, moi je trouve ça tout à fait louable. Qu'est-ce que tu en penses quand je dis comme ça ? Je suis vraiment d'accord avec toi. Et vraiment, j'en reviens à cette question de la responsabilité. On a fait des enfants, maintenant qu'ils sont là. Qu'est-ce qu'on fait en fait ? Et se rappeler qu'un enfant, de toute façon, veut que ses parents soient ensemble. Et que rester ensemble dans de très mauvaises conditions, très délétères, et ne rien faire et laisser son couple complètement déconnecté, c'est quelque chose qui va être délétère pour l'enfant. Mais
se séparer, c'est pas ce que veut un enfant. Un enfant veut jamais que ses parents se séparent. Et forcément, on va lui demander de beaucoup s'adapter dans un contexte où on va être séparés, où on va avoir 2 maisons potentiellement, il va avoir potentiellement d'autres personnes dans la vie de ses parents respectifs. Et ça, c'est quand même beaucoup de demander à l'enfant. Alors l'enfant a beaucoup de ressources, l'enfant s'adapte à plein de choses, mais s'il peut avoir ses 2 parents ensemble, c'est quand même... je pense, ce qui l'épanouit le plus. Mais tu vois, aujourd'hui, quand on parle des relations, de la séparation, on n'envisage toujours que 2 options. Soit on reste ensemble et on se dispute tout le temps et donc c'est pas bon pour l'enfant, ou alors il y a la séparation et puis l'enfant, voilà, il va faire comme il peut dans cette séparation. Mais ce que toi tu peux dire, moi aussi, par nos métiers, c'est qu'il y a quand même une 3e solution, c'est qu'on peut essayer de réparer la relation et faire en sorte que ça se passe bien pour les enfants aussi. C'est-à-dire que on peut quand même aller jusqu'au bout de ce qu'on peut faire pour essayer quand même de réparer le lien quand il est abîmé. Et pour que les enfants puissent quand même vivre dans un foyer heureux et joyeux. Il n'y a pas 2 options, il y en a une 3e qui fait qu'on arrive à faire en sorte que ça se passe bien, quoi. C'est ça. Et c'est une option qui demande beaucoup de courage. C'est quand même, il faut le dire, parce que si ça induit d'aller regarder des blessures d'enfance, parfois on préfère vraiment ne pas y aller et continuer pareil, en fait. Mais parce qu'inconsciemment, on sait que quand on va aller faire une thérapie de couple, il y a toujours une partie de nous qui se dit « Waouh, qu'est-ce que je vais toucher du doigt ?» Et si on n'est pas allé à cet endroit-là, on peut vraiment avoir peur, en fait, et avoir des réactions de fuite par rapport à ça. Donc si vous voyez faire ça, déjà, c'est très normal et compréhensible. Hein. Mais une fois que donc je te rejoins sur cette question de si le seul ressort qu'on a pour trouver le courage et dépasser cette peur-là, et aussi cette colère-là, hein, c'est-à-dire qu'on peut ne plus ressentir du tout d'amour pour son conjoint ou sa partenaire. On peut vraiment se dire c'est fini, je ne ressens rien, il n'y a plus rien entre nous. Et ça, on peut vraiment... Je peux témoigner par les couples que j'ai vus, mais aussi par ma propre histoire. Je peux témoigner que vraiment, il peut y avoir de la réparation, il peut y avoir de la reconnexion, il peut y avoir ce sentiment d'amour qui revient. C'est pas parce qu'on ne le ressent plus qu'il ne peut pas naître à nouveau. On peut avoir des moments où la lune de miel revient à nouveau dans le couple. C'est tout à fait possible. Donc on dirait que, pour répondre à la question, faut-il rester ensemble pour les enfants ? C'est pas de rester ensemble pour eux, on reste ensemble pour grandir, retrouver sa pleine vitalité, sa joie, son entièreté, pour terminer comment tu disais terminer l'enfance. Terminer l'enfance, ouais, c'est ça. Donc là, on reste ensemble pour terminer l'enfance et retrouver vraiment sa pleine vitalité. J'insiste sur la question de la vitalité parce que pour moi, c'est très important de remettre voilà, l'objectif, c'était de vivant, quoi, c'est ça, au travers de cette relation d'amour. Donc on reste ensemble pour ça, mais que les enfants qu'on a eus ensemble peuvent nous donner la force de parfois traverser les périodes plus arides par lesquelles on peut passer. C'est ça. Les enfants peuvent nous aider à ça, tout à fait. Et c'est pas mal que les enfants nous aident à ça. Non. Moi, je trouve que je me permets de le redire, c'est pas mal en soi. Et ça peut aussi nous permettre de dépasser le sentiment un peu de honte qu'on peut avoir quand il y a eu une épreuve très forte dans la relation et que la tendance actuelle est de dire il t'a fait ça, elle t'a fait ça, il faut s'arrêter tout de suite pour gagner un peu ta dignité. C'est ça. Voilà. Ça te parle, ça, quand on dit... bah oui, tout à fait. Et puis, je pense qu'il peut même y avoir un endroit où quand on dépasse ça et que du fait de l'épreuve, on se met vraiment en marche dans son couple, qu'il y a quelque chose qui change. Et là, je veux faire une petite parenthèse pour toutes les personnes qui sont un peu désespérées parce qu'ils ont l'impression que ça va pas être possible d'amener leur partenaire en thérapie, qu'on peut vraiment bien avancer en solo aussi. C'est-à-dire qu'on peut faire vraiment bouger une relation si on avance déjà sur sa partie à soi. Donc n'hésitez pas, si vous êtes coincé vous avez fait la demande à votre partenaire de faire une thérapie de couple et puis l'autre ne veut pas. Vraiment, on peut déjà transformer beaucoup les choses rien qu'en travaillant sur soi. Donc ça, c'est une parenthèse. Et je sais plus ce que je disais. Non, mais en fait, c'est important ce que tu dis là, parce qu'on peut le ressentir au fond de soi. Je voudrais avancer. Et donc, on peut déjà le faire soi. Donc ça, c'est très, très important ce que tu dis. Et donc, quand c'est difficile, et si maintenant, vous voyez plus trop de raisons d'espérer, mais vous avez 1, 2, 3, 4 ou plus enfants ensemble, et vous dites, quand même, pour les enfants, ça va être difficile. Et en fait, je vais vous dire aussi très égoïstement, pour vous, d'être séparés des enfants, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais dans la séparation, on se sépare aussi de ses enfants, parce qu'on les a plus
C'est ça. permanence. Donc, un Noël sur 2, t'es toute seule, quoi. Enfin, t'es sans tes enfants. C'est quand même rude, hein, tout ça. Une semaine sur 2, tu peux être sans tes enfants ou en fonction du mode de garde. Mais donc, il y a des moments où t'es sans tes enfants. Alors, je sais que les parents qui nous écoutent et qui n'en peuvent plus d'avoir les enfants en permanence se disent oh, ça va être quand même très, très cool. C'est tellement confortable. Mais quand tu le vis, t'es content pendant 3 semaines ou 3 mois, mais pas pendant 3 ans, en fait. Après, les enfants te manquent. Bref, tout ça pour dire que si on a des enfants ensemble, ça peut être aussi un moteur pour essayer de réparer le lien. Et ça, c'est vraiment le message qu'on voulait faire passer toutes les deux aussi au travers de cette discussion. Donc, de remettre... Alors, c'est pas la finalité, c'est pas l'objectif, mais ça peut en tout cas beaucoup nous aider parce que c'est vrai qu'ils ont aussi besoin de leurs deux parents ou d'un couple qui est aimant pour pouvoir eux-mêmes faire l'expérience de l'amour dans leur propre vie ou avoir un bon modèle. Tu sais, j'interviens beaucoup auprès de lycéens. Je fais tout ce qui est l'éducation affective, relationnelle et sexuelle. Et je commence toujours mes interventions en disant qu'ici, ils ont déjà tous une certaine conception de ce que c'est l'amour en fonction de la façon dont ils se sont sentis aimés de leur père, ils se sont sentis aimés de leur mère et en fonction du couple qu'ont été leurs parents. Et ils ont déjà une certaine expérience qui s'est inscrite dans leur cerveau, quelque part dans leur cerveau, et qui va les impacter toute leur vie. Donc on voit bien à quel point, en tant que parent, on a une responsabilité, qu'elle est belle, il ne faut pas qu'elle soit trop angoissante, mais que ça peut aussi nous inviter à être des exemples pour nos enfants quand on essaye de dépasser les périodes plus compliquées. Donc ce qui est très beau avec la méthode Imago, c'est qu'il y a un dialogue qu'on appelle le dialogue d'appréciation positive, qui permet de dire à l'autre quelque chose qu'on a aimé dernièrement chez lui ou chez elle. Et donc par exemple, j'ai aimé dernièrement ta générosité et je l'ai vu avec ça. Et en fait... moi, la première fois que j'ai fait le stage de couple avec mon mari, parce que Imago, ça se fait aussi sous forme de stages de couple qui sont vraiment super. Et en fait, j'ai fait ce stage de couple et dans le stage, les animateurs nous ont dit, vous savez, ça fait vraiment du bien aux enfants que de voir leurs parents se dire des choses positives comme ça. Et en fait, je me suis mise à le faire à mon partenaire et lui aussi, devant notre enfant. Et on se dit des choses comme ça, positives, pas juste entre nous, mais devant lui. Et par ce biais-là, on lui apprend aussi plein de choses. Et on lui apprend à créer un couple beaucoup plus sécuritaire à l'avenir. C'est tellement bien. Et inversement, moi, je connais les dégâts de parents qui ne savent pas se dire des choses positives et les enfants, après, qui ne savent pas dire des choses positives aux gens qu'ils aiment. Et ça, c'est horrible parce qu'ils sont vraiment dévastés par ce contre-modèle, quoi. Contre-exemple. Bref, merci Marion pour tout ce que tu nous partages aujourd'hui. Avec plaisir. Merci d'avoir osé aborder cette question. Faut-il rester ensemble pour les enfants et d'avoir donné cette troisième voie. J'aime bien trouver des nouvelles approches et qu'on a pu élaborer ensemble. Et donc, on te retrouve en tant que thérapeute à Orléans. Et en ligne. Et en ligne aussi, d'accord. Ouais, j'accompagne aussi les couples en visio si besoin. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci Thérèse. Si vous désirez l'amour durable, retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet sem.co et sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du Love Care, rejoignez la communauté SEM. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast. Venez signer notre manifesto et surtout, parlez de SEM autour de vous. Parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond, aimer et être aimé durablement. Ensemble, nous réussirons à opérer la révolution de l'amour.